Cette histoire aurait dû débuter par Il était une fois une église. Mais à l'issue de mes recherches, et au moment de clore le récit, je préfère commencer par Il était une fois un homme. Marco a été mobilisé en 1939, il était officier, et il s'est retrouvé sur le front, et avec son équipe, il était sur le front d'Alsace, par là, dans l'Est, et au moment de la débâcle en 1940, et à un moment donné, ils ont été au contact quand même, puisque la plupart des officiers qui étaient avec lui sont morts au combat. Il s'est retrouvé, si mes souvenirs sont bien exacts, il s'est retrouvé le seul officier, ou l'officier le plus ancien, il devait être lieutenant à l'époque, quoi. Il s'est retrouvé avec un groupe d'hommes, les survivants, et il a essayé, à ce moment-là, de les replier pour essayer de retrouver le groupe, parce qu'ils étaient complètement coupés de leur régiment, quoi. Donc ils ont tourné pendant 8 jours, il a essayé, donc il a pris le commandement, il a essayé de sauver ses hommes, et il s'est retrouvé dans la nasse. Bien entendu, les Allemands avaient fait une nasse, et comme tant d'autres, il s'est retrouvé pris dans la nasse. Donc, direction l'Allemagne, il a été fait prisonnier, il s'est retrouvé dans un camp d'officiers. Étant prisonnier, ils avaient monté une chorale. Et attention, hein, c'est qu'il arrivait d'Allemagne, il avait monté une chorale de 1000 bonhommes, hein. C'était quelqu'un, hein, celui-là. L'abbé Robert Marco, de sa nomination le 16 mai 1952 comme curé du Cap-Ferret, à sa mort en 1976, il n'aura de cesse de se battre pour ce qui restera sans doute l'œuvre de sa vie, l'édification de l'église Notre-Dame-des-Flots au Cap-Ferret. Quand Robert Marco prend possession de sa nouvelle paroisse, il trouve une petite chapelle construite en 1893 et bien exiguë pour accueillir les nombreux fidèles de l'été que la presqu'île du Cap-Ferret commence déjà à attirer en nombre. La première chose qu'il a fait, il a monté un groupe théâtre avec des jeunes ayant 3-4 années de plus que moi, quoi, tu vois. Et il s'est mis à faire des séances de théâtre. C'est comme ça qu'il a connu l'architecte, lequel architecte s'est mis à lui faire des décors. Alors, le spectacle se passait au Bayonne. Comme les décors étaient assez importants, parce qu'il faisait des pièces importantes, il a fallu même faire une avant-scène qui s'est démontée pour arriver à loger les décors, etc. Et c'est à partir de là déjà qu'il a eu des contacts, donc avec Martin qui fournissait les camions pour transporter les décors, et puis quelques autres personnes. Il y a quelques estivants, quelques gens qui ont commencé à se manifester, à l'entourer, à l'aider à monter ses infrastructures, quoi. Sa décision est prise, il construira une église. Et le 29 janvier 1956, à 15h, a lieu la première réunion où est constitué le comité qui supervisera le chantier. En dehors de Robert Marco, 4 personnes sont présentes ce jour-là. Ils constitueront l'ossature qui, pendant 10 ans, va mener à bien ce projet. La première pierre est posée le 19 août 1956 par Monseigneur Richaud. Avant de sceller la pierre, un parchemin enfermé dans un tube en cuivre y est déposé. Ce parchemin est exécuté et enluminé par les carmélites de Bordeaux. Sur ce plan de masse, on peut se rendre compte de la manière dont la petite chapelle, en jaune, sera englobée par le nouvel édifice en rose. Il a fallu aussi imaginer une église qui se construise par étapes. Il y avait un plan incliné dans ce qui est maintenant le parvis, et le camion de Martin rentrait dans l'église, l'ancienne église rentrait carrément, quoi. Le camion rentrait, et puis on envoyait, au moment où on démolissait certaines parties, tous les débris partaient dans le camion qui était rentré dans l'église, quoi. L'église elle-même n'a été démolie que quand presque tout a été fini, quoi.
La dernière partie qui est restée, c'était donc le toit. Le toit était à la hauteur des balcons actuels, quoi. Et donc les poteaux, tu vois, qui s'avancent, étaient coulés sous le toit. La pointe du poteau était collée sous le toit, pour maintenir le toit. Ah là, on a vraiment, il avait du courage là, et puis il fallait que ça tourne. Hein. Quand j'avais voulu aller, j'étais fatigué parce que je commençais à bonne heure le matin, et puis je finissais tard le soir, et même le dimanche, pour avancer, parce que j'étais seul à travailler dans l'atelier. Puis il y avait des grandes longueurs, hein. Là, il fallait le faire tout ça. Hein. Et puis, alors, une fois j'étais fatigué, je vous dis, et puis je lui avais dit, monsieur l'abbé, je vais avec, pendant 3 ou 4 jours, je vais vous laisser parce que je vais, avec mes enfants, me reposer un petit peu. Bon, eh bien, j'abandonne. Alors j'ai continué à faire mes menuiseries. L'église mettra 10 ans à sortir de terre. La nouvelle structure englobera progressivement la petite chapelle sans pour autant l'endommager, afin de préserver la continuation des offices durant toutes les années de la construction. Qu'est-ce qui explique cette durée? Une seule raison, le manque d'argent. L'abbé avait décidé de faire financer l'église par les fidèles, et malgré la générosité des paroissiens, la chose ne fut pas aisée. Les tombolas faisaient partie de la panoplie déployée pour récolter des fonds. La conformité de ce procédé laissait, semble-t-il, à désirer, mais l'ardeur de l'abbé faisait tomber bien des barrières. Monsieur le curé, décidément, il est aussi difficile, sinon plus difficile presque, d'être en règle avec les lois civiles qu'avec les lois célestes. En effet, je viens de recevoir une communication téléphonique confidentielle de la préfecture demandant le retrait du dossier de tombola qui ne peut avoir lieu pour la construction d'une église. La tombola étant autorisée seulement dans un but de charité ou de bienfaisance. Puisqu'il en est ainsi, et puisque l'irrégularité est imposée, je serai désireux de m'entretenir avec vous de cette situation, soit lorsque je viendrai au Cap-Ferré, soit lorsque vous passerez à Bordeaux. Il reste 2 solutions aussi irrégulières l'une que l'autre. La première, le billet de tombola avec loterie. La deuxième, le billet de souscription avec lot. Veuillez agréer, monsieur le curé. Les lots proposés semblent aujourd'hui surréalistes. Ainsi le premier lot de 1959. Mais c'est lui qui organisait, il organisait des tombolas, des kermesses, et il avait même fait une villa, même. Et il avait fait une villa, je ne me rappelle plus où elle est, mais enfin, je sais, en montant vers le château d'eau, là. Curieux des nouvelles technologies de son époque, l'abbé Marco opte pour une solution innovante, les cloches électroniques en cristal, installées jusqu'alors dans une seule église en France. Ces cloches ont été conçues par un jeune ingénieur en électronique allemand, Gerhard Finkelbeiner. Celui-ci raconte la naissance de son invention. Un soir, avant le dîner, alors que je frappais négligemment sur mon verre de vin, je réalisai que le son obtenu était similaire au son des cloches en bronze que j'entendais enfant à Constance, ma ville de naissance. Il mit 10 ans à perfectionner son modèle. Il y eut un appel à don spécial pour les cloches. Les généreux donateurs devinrent les parrains et marraines des 3 cloches. Les cloches en cristal installées en 1962 seront rapidement remplacées pour des raisons techniques et sur les conseils du concepteur par des cloches en quartz qui donnent encore aujourd'hui entière satisfaction. Hugues Morin fut chargé de la décoration de l'église. Non, j'ai beaucoup travaillé. C'est l'abbé Marco qui est venu ici. Je me vois, on habitait quand même dans une cabane. Hein. Et il m'a parlé de ce projet. Il m'a dit, on m'a parlé de vous, j'aimerais bien que vous preniez la décoration en charge. Bon, je ne savais pas. Son travail évoque le bord de mer et le labeur des hommes qui vivent sur ce bout de sable. L'autel principal évoque le travail de la pêche, son soubassement en ferronnerie,
symbolise en effet un filet. L'autel de la Vierge représente un collecteur en tuiles Cholet destiné à capter les larves d'huîtres, les naissins. Au-dessus de l'autel de la Vierge est accrochée une sculpture en bois flotté. Eh bien, à l'époque, je travaillais le bois flotté. Je passais une journée avec ma femme. Et le matin, à l'océan, on emportait un petit sandwich et on marchait tout le long de la plage. Et chaque fois que je voyais un bois qui m'intéressait, je le mettais là et on continuait. Et au retour, je ramassais ce qui me plaisait. Voilà. Mais comme il y avait pas mal, j'ai attaché avec des cordes, vous voyez, comme un chapelet, si vous voulez. Oui, oui. Je les mettais dans l'eau, dans 60 cm d'eau, et je tirais. Et alors, cette statue, est-ce que c'est la forme du bois qui vous a donné l'idée de la statue, ou bien vous aviez déjà une esquisse, une idée? Oui, ça, je ne peux pas tellement vous répondre, parce que ça dépend des morceaux. Hein. Il y a des morceaux qui, c'est presque fait, quoi. J'ose à peine travailler parce que c'est beau au départ. Hein. Il y a une transformation des formes, vous voyez, personnelle. Et je crois que c'est de là que vient la personnalité. Alors, derrière le cœur, il fallait faire des vitraux. Il réalisa les vitraux avec l'aide de Henri Lafont. Et j'ai travaillé très très longtemps à parer les bras, faire des vitraux en dalle de verre. Tous les vitraux derrière, il y a un peu fou. Hein. Et qui c'est qui? Vous savez qui les a fabriqués après? C'est nous. C'est vous? C'est Martin qui les a mis en place. J'ai aussi fait la sculpture qui est sur la façade, sur le clocher. En cuivre, vous savez, c'est... Oui, la Vierge du bassin, vous avez une mouette. L'installation de la croix au sommet de l'église, en 1968, donna lieu à un attroupement sur le parvis et sur la plage. Un hélicoptère venu de Cazaux sera utilisé pour hisser la croix au sommet de l'édifice. Gilbert Sollat figure sur la photo aux côtés de Jeannot Sauvage. J'ai retrouvé votre trace sur une photo de Sud-Ouest avec la croix sur l'épaule. Racontez-moi un peu. Mais là, l'église était déjà pratiquement achevée. Et c'est quand il a fallu changer la croix, je me trouvais sur un chantier juste à côté de l'église, à côté de la maison de la presse. Et M. Sauvage est venu me chercher pour lui donner un coup de main à descendre la croix sur la plage, que l'hélicoptère puisse l'accrocher. Et après, je suis monté au clocher avec lui, la mettre en place. On a été un peu surpris, il y a eu un peu de balance, effectivement, parce que enfin, on n'a jamais été en danger. Enfin, nous, on ne s'est jamais senti en danger. La seule chose qui nous a surpris, c'est quand ils ont lâché les élèves qui tenaient la croix. Là, évidemment, on s'est dit, qu'est-ce que c'est qui nous arrive dessus? Le dimanche 21 août 1966, le cardinal Richaud bénit l'église. Cette cérémonie marque la fin d'une belle aventure. Depuis, des milliers de fidèles ont fréquenté ce lieu, ils se sont mariés, ont fait baptiser leurs enfants, ont inhumé leurs défunts. Ils ont prié, chanté, mais peu connaissent encore la belle histoire de l'abbé Marcot. Ce document est destiné à honorer sa mémoire et à raviver le souvenir de toutes celles et de tous ceux qui ont œuvré à cette belle réalisation.